Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi, et tout comme hier, cet épisode il va être grandement marqué par les nouveautés présentées à la Google I/O, mais si vous débarquez pour la première fois, l'idée c'est que je vous propose tous les jours un résumé de l'actualité autour du développement sur cette chaîne, et c'est à partir de 7 h. Mais malgré tout, je vous parlerai pas uniquement de la Google I/O aujourd'hui, car il y a plein d'autres infos importantes, et pour ça ce sera en première partie. Mais avant de commencer, je suis super content de vous annoncer qu'il y a un nouveau concours, et en fait vous allez pouvoir gagner une place pour une conférence. Et cette fois-ci, ce sera la conférence Flutter Connection qui aura lieu début juin à Paris. Pour y participer, c'est la même chose que la dernière fois, ça se passe sur Twitter, et pour ça, vous avez une semaine. Allez, je clôt cette petite parenthèse, je croise les doigts pour vous, et vu qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble, on commence tout de suite. Généralement, quand il y a des grosses conférences comme la Google I/O, les autres sociétés évitent de communiquer car c'est aussi impactant qu'un coup d'épée dans l'eau. Et autant c'est une fausse bonne idée pour des annonces, autant ça peut être très utile pour des mauvaises annonces, histoire d'essayer d'amoindrir un tout petit peu l'impact. Bon, vous savez que je parle plutôt des licenciements dans la partie en bref, mais ceux-ci ils sont vraiment révélateurs, car Stack Overflow vient d'annoncer se séparer de 10% de ses effectifs, soit 58 personnes. Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup en volume, mais ça reflète deux infos que je vous avais déjà évoquées. La première est que le volume de trafic sur le site est en baisse depuis plusieurs mois, et l'explication derrière ça, c'est l'arrivée de ChatGPT et de GitHub Copilot. Mais surtout, Stack Overflow est en quelque sorte en train de se faire ubériser, même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'ils ont annoncé vouloir faire payer l'accès à leurs données. Alors autant on peut se dire que c'est un bon choix à court terme car ça permet de renflouer les caisses, autant à long terme, c'est un coup de poignard que Stack Overflow il se plante lui-même dans le dos car ils ne font en fait qu'aider leurs concurrents à devenir encore plus forts. Bref, ça semble mal parti pour eux, et peut-être qu'un jour on fera partie de la génération qui dira « Ah ouais, tu te souviens du truc où on faisait des copier-coller sans vraiment comprendre, ouais, tu sais, le fameux Stack Overflow. » Bon, en tout cas, j'espère que ce sera pas le cas, mais peut-être que ça arrivera. Et tiens, quand même, pour finir sur une note positive, pour un 1er avril, Stack Overflow, ils avaient fait preuve d'autodérision en sortant un clavier avec juste CTRL-C, CTRL-V, et devant le succès, en fait, ils l'ont même vendu, et forcément, il y a un compte pour l'acheter, et ben, vous l'avez devant vous. On poursuit, et je pense pas avoir besoin de vous parler de Pokémon Go, qui n'est pas développé par la Pokémon Company, mais plutôt Niantic, qui d'ailleurs par le passé appartenait à Google. Depuis le succès du jeu, ils en ont sorti d'autres, mais ils ont plus ou moins marché. Mais depuis le début de la semaine, c'est au tour de Peridots, qui est une sorte de Tamagotchi avec de la réalité augmentée. Et sans revenir sur le concept du jeu, ils ont fait un partenariat avec Amazon pour faire le lien entre le virtuel et le réel. Et concrètement, à l'intérieur du jeu, ils proposent des goodies, mais plutôt que de rediriger vers une boutique d'un site, tout se fait directement depuis le jeu, mais en réalité derrière, c'est Amazon qui est là. Alors au moment de payer, on vous demande votre compte Amazon histoire d'avoir la livraison gratuite si vous avez Prime, mais l'idée est bien ici de pouvoir offrir directement dans les applications et jeux un accès direct à des produits bien réels. Là-dessus, vu qu'ils étaient tout fiers d'annoncer que c'était disponible, j'ai ouvert le site, et paf, c'est encore une liste d'attente. Voilà donc encore une annonce qui tombe à l'eau, car il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment la sélection des produits, ou encore est-ce qu'une commission peut être prise sur les ventes. Bref, je vous en dirai plus le jour où Amazon daignera ouvrir un peu plus grand les vannes. Avant la partie en bref et les infos sur la Google I/O, il faut aussi dire quand Google fait des choses de travers. En l'occurrence ici, il s'agit d'une nouvelle non-conformité avec le RGPD. Dans l'idée, Google a conservé pendant plusieurs années les informations sur les personnes qui avaient postulé pour des emplois, avec notamment les numéros de téléphone ou les adresses e-mail. Mais depuis 2021, un mécanisme d'autosuppression a été mis en place, mais pendant 4 ans, Google n'était clairement pas dans les clous avec le RGPD et pourrait par conséquent faire l'objet d'une nouvelle condamnation. Alors attention, il ne s'agit ici que d'une découverte d'un journaliste. Maintenant, il va falloir que les CNIL enquêtent, autant vous dire qu'on se donne rendez-vous dans, allez, quelques années. Mais si toutefois vous aviez postulé chez Google sur la période 2011-2021, il y a fort à parier que vos données aient été conservées, mais probablement sans jamais servir à quoi que ce soit. Et voilà, c'est la petite pause, et c'est donc parti pour la section en bref, avec quasiment que des annonces dans l'univers Apple. On commence par un troll de Samsung qui propose une PWA à installer sur les iPhones et qui imite à la perfection l'interface de ses smartphones. On y retrouve même les sons des notifications, et pour l'essayer, il suffit d'aller sur trygalaxy.com. En parlant d'iPhone, une étude américaine montre que les possesseurs les conservent de plus en plus longtemps. La proportion des 3 ans et plus concerne ainsi 31% de l'échantillon du sondage. Toujours chez Apple, leurs serveurs ont eu quelques difficultés dans la nuit de mercredi à jeudi, même si tout semble être revenu à peu près à la normale. Cela concernait la connexion au compte Apple, mais cela fait déjà plusieurs fois que l'application météo tombe à rade. Une multiplication des événements qui n'est pas forcément rassurante. Et enfin, un leaker sous le nom d'Analyst 941 donnait depuis plusieurs mois des informations qui se sont majoritairement confirmées.
Mais Apple a réussi à identifier la source qui ne serait rien d'autre que la sœur de la personne gérant le compte. Elle a bien sûr été virée sur le champ. Et enfin, si Google n'a cessé de parler d'IA, pour le cofondateur de DeepMind qui a quitté l'entreprise depuis, il indique, et je le traduis, « Il est indéniable que de nombreuses tâches d'école blanc seront très différentes dans les 5 à 10 prochaines années. Il y aura un grand nombre de perdants. » On reprend donc avec tout ce chapitre dédié aux annonces autour de la Google I.O. Pour ça, je vous propose de vous donner quelques chiffres pour commencer que j'ai pu trouver ici et là. Il y a 3 milliards de terminaux actifs sur Android, ce qui veut dire que chaque mois, au moins 3 milliards de terminaux sont allumés au moins une fois, et on entend par là les smartphones ou les tablettes. Et même si le Pixel Fold va coûter un bras, les ventes globales des smartphones de ce type, c'est-à-dire pliant-pliable, sont plutôt bonnes avec 280 millions. Et en parallèle de ça, il y a 800 millions de personnes qui utilisent le RCS, le fameux format qu'Apple rechigne à adopter. Côté Flutter, il y a 1 million d'applications publiées, ce qui est le double d'il y a un an. Comme d'habitude, ce chiffre est très imprécis car on ne sait pas si c'est juste du mobile ou aussi le web et le desktop. Et enfin, la fausse bonne nouvelle, c'est que Bard est disponible dans plus de 180 pays, mais dans aucun de l'Union Européenne, très probablement car Google ne veut pas prendre de risque avec le RGPD. Et tiens d'ailleurs, je veux faire une précision par rapport à hier car je vous ai pas dit une erreur, mais c'est là où en fait on voit les dérives du marketing. Alors il faut savoir que sur tous les outils, ils nous ont dit IA, 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 et tous ils sont basés sur Palma 2 qui est la dernière version de leur LLM. D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que quelqu'un s'est amusé à compter le nombre de fois qu'ils ont prononcé le mot IA pendant la conférence, et c'est plus de 140 fois. Mais pour en revenir à Palma 2, ça sert désormais de base à Bard. Bard, qui pour rappel, est intégré dans le moteur de recherche. Et en fait, c'est l'équivalent de Bing Chat, et vous allez pouvoir par exemple lui poser des questions sur du code avec du Python ou du Kotlin par exemple. Mais en plus de ça, ils ont créé Kodi, qui est une déclinaison de Palma 2, où ils ont resserré son champ d'application uniquement au code. Et à ce niveau-là, il y a encore 2 déclinaisons, à savoir l'Android Studio Bot et Duet AI. Et là où j'ai fait une petite erreur hier, c'est sur Duet AI, parce qu'en effet c'est disponible dans les produits pro de Google avec Workspace, mais ça sert aussi de concurrent à GitHub Copilot. Car dans la division Google Cloud, vous allez vraiment retrouver l'équivalent de Copilot dans les Cloud Workstation, la Cloud Console, le Shell Editor et dans les différentes extensions que Google propose sur VS Code et les IDE de JetBrains. Donc voilà, Bard n'a rien à voir avec Duet AI, qui n'a rien à voir avec Android Studio. Bref, merci le marketing. Voilà, maintenant je vais vous proposer de l'Android avec du Kotlin, du Firebase et enfin du Google Maps. Et pour commencer avec la partie Kotlin, elle lorgne sur le web car Kotlin est maintenant compatible avec le WebAssembly. L'idée est que grâce à Jetpack Compose, vous allez désormais pouvoir faire à la fois des web apps et aussi des applications Android et iOS. Tout ça dépend du compilateur K2 qui n'est pas encore finalisé, mais d'une certaine manière ça va encore plus renforcer la guéguerre Flutter contre Kotlin. Côté Android 14 maintenant, quelques ajouts visuels ont été faits, mais comme d'habitude, on va se concentrer sur ce qui est intéressant pour nous. En tout cas, dans les tweets de l'ami Michal, on apprend que dans les options pour les développeurs, on peut ajuster le taux de contraste, mais ça se trouve aussi dans les options de l'accessibilité. Ensuite, l'interface de sélection de la langue et du clavier ont été séparées en deux, ce qui devrait faciliter les tests pour ceux qui ouvrent l'écran pour la première fois. Le reste est ensuite des trucs qui vont changer 100 fois d'ici à la version stable, donc on va maintenant passer à Android X. Bien sûr, il y a plein de nouveautés, mais je vous en cite 3. La première est l'arrivée d'un Core Telecom qui semble être à destination des applications de type VoIP. Mais en plus intéressant, Glance qui permet de concevoir des widgets pour le launcher en Jetpack Compose est désormais en version bêta. L'idée est que les API sont maintenant stables et qu'on va enfin pouvoir se débarrasser de la vieille manière de faire. D'ailleurs, il existe aussi une déclinaison de Glance pour Wear OS. Et enfin, si vous utilisez des Chrome Custom Tabs, il vous évite de devoir gérer une WebView. Mais le problème, c'est que le suivi des événements de l'utilisateur est très limité car ça se passe en dehors du processus. Mais depuis la dernière alpha de la dépendance browser, on peut maintenant avoir des signaux sur la navigation, comme par exemple le pourcentage du scroll, sa direction ou encore quand une session se termine. Et le dernier sujet sur Android concerne les voitures. La première info est qu'il sera bientôt possible de gérer les écrans multiples sur Android Automotive, typiquement les écrans de la banquette arrière. Et ensuite, au détour d'une vidéo, il y a un slide sur la possibilité d'utiliser des applications conçues pour les tablettes directement sur les voitures. Et d'ailleurs, il est question de les distribuer avec le Google Play, mais en fait, il n'y a pas de dock, donc c'est difficile de comprendre précisément ce qu'il en est. Allez maintenant, pour Firebase, Google fournit forcément des extensions basées sur l'API de Palm 2. Vous pourrez par exemple lui demander de résumer du texte ou alors appeler le chatbot en direct. Mais surtout, le marketplace des extensions est désormais ouvert à tous. En fait, jusqu'à présent, la stratégie c'était plutôt de laisser les éditeurs créer les leurs. Ensuite, les Cloud Functions peuvent être codées en Python de manière expérimentale grâce à la deuxième génération des fonctions. Ça permettra aussi de monter jusqu'à 32 Go de mémoire ou encore 1000 requêtes en parallèle et une facture bien salée. Côté hosting, SvelteKit, Asto et Linux sont supportés tout comme Flutterweb en version WebAssembly,
et dans la mesure où Python est supporté avec les fonctions, Flask et Django le deviennent aussi. Et enfin, le remote config en temps réel est disponible en C++, Unity et Flutter. Et on va conclure avec Google Maps, où hier je vous avais déjà parlé des vidéos en 3D autour d'une position. Eh bien, il y a aussi deux autres nouveautés. Tout d'abord, l'API de navigation ou Routes API a été refaite en septembre et elle est désormais stable. Elle permet notamment de mieux gérer des routes avec plusieurs arrêts ou encore de proposer des trajets éco-friendly. Et vraiment, la dernière info du jour, c'est que si vous avez besoin des bâtiments en 3D, vous pouvez obtenir la qualité que je vous montre dans la vidéo. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit, mais la mauvaise, c'est que ce n'est que temporaire car qualifié d'expérimental pour le moment. Et voilà tout pour ce deuxième numéro en grande partie aux couleurs de la Google I.O. J'espère en toute logique que vous aurez appris des choses, car c'est quand même mon objectif. Dans ce cas-là, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, ça aide énormément. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, j'ai encore une montagne d'actu que j'ai pas pu vous donner sur la Google I.O. Est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, que je fasse un épisode demain, parce que d'habitude on s'arrête le vendredi. Pour ça, bien surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ces annonces vous donneront plein de bonnes idées, et faites attention parce que ce week-end, il n'y a que 2 jours, on commençait presque à s'y habituer. Allez, et que la force soit avec vous pour terminer, et oui.